Chanel est sans doute une des entreprises privées les plus influentes de la mode, et aussi une des dernières en activité. C'est grâce à la famille qui l'a fondée et qui a su surmonter les difficultés de ces près de 120 dernières années. Aujourd'hui, Chanel ouvre un nouveau chapitre de l'histoire sous la direction de Mathieu Blazy. Revenons sur la façon dont Chanel est devenue Chanel. L'entreprise Chanel a commencé en 1908 comme modiste dans la garçonnière du frère de son amant, au 160 boulevard Malesherbes. L'affaire était plutôt informelle, car son amant, Étienne Balsan, qui finançait l'entreprise, n'y croyait pas vraiment, car il était tabou pour la maîtresse d'un homme riche d'avoir une entreprise. C'est pourquoi, lorsqu'un autre homme encore plus riche, Arthur Cap, lui a proposé d'étendre l'entreprise à son propre appartement au boulevard Malesherbes en 1909, elle a saisi l'occasion. C'est pourquoi on dit souvent que Chanel a été fondée en 1909, sous le nom de Chanel Mods, alors qu'elle vendait des chapeaux l'année précédente. Il faut savoir que Chanel ne savait pratiquement pas coudre à cette époque. Elle pouvait broder de petits détails, mais c'était à peu près tout. Mais elle n'était pas très douée pour cela non plus. C'est ce qui a donné naissance à son style minimaliste, qui n'a pas été naturellement populaire. Ses deux amants, Capel et Balsan, proposaient à leurs riches amis de lui acheter des chapeaux, apparemment par devoir plutôt que parce que ces chapeaux minimalistes étaient bien conçus. Car par tous les témoignages, ils ne l'étaient pas. De fait, plusieurs auteurs soulignent qu'il s'agissait souvent à la base de chapeaux achetés aux Galeries Lafayette, avec un simple ruban attaché. Ainsi, comparés aux autres chapeaux de l'époque, dont je vais vous donner un exemple, ils étaient probablement perçus comme étant décontractés plutôt que minimalistes, et ses seules clientes étaient là par devoir plutôt que par souci de mode. À cause de ça, Chanel Mods était loin d'être rentable. Même après qu'un chapeau Chanel a été photographié en couverture de magazine Comoedia illustré, Capel a écrit à plusieurs reprises qu'il ne maintenait l'entreprise ouverte que pour satisfaire sa maîtresse. De la vie générale, son talent en matière de mode ne résidait ni dans le design, ni dans la couture, mais dans l'ascension sociale. Et cela est particulièrement évident à cette époque. Car malgré ses pertes financières considérables liées à ses chapeaux, Chanel avait une équipe d'ouvrières à rémunérer. Et elle a elle-même demandé à développer l'entreprise. Et c'est ce qu'elle fit. En 1910, Chanel engageait sa petite sœur Antoinette comme vendeuse. Une modiste prometteuse du nom de Lucienne Rabaté pour concevoir et fabriquer les chapeaux. Deux autres assistantes, venues de la maison Lewis, une prestigieuse modiste où elles travaillaient toutes. Et enfin, toujours en 1910, elle s'installa au 21 rue Cambo. Rabaté est devenue modiste talentueuse, et elle a rapidement compris que son passage chez Chanel était une erreur. Chanel n'avait aucun talent en chapellerie. Chanel 2012 allant jusqu'à parler d'ignorance technique, ce qui a provoqué de vives disputes au sein du salon. Chanel demandait un chapeau, on le lui fabriquait. Mais comme il ne ressemblait pas à ce qu'elle pensait décrire, Chanel s'irritait et maltraitait ses personnels. Elle refusait même d'aider les clients dans la boutique en partant dès leur arrivée. Franchement, il y a beaucoup de preuves qui suggèrent que Chanel était une horrible personne envers les gens de son salon. Et elle ne semble pas non plus avoir été respectée par eux en matière de technique, car son ignorance a causé de nombreux problèmes internes. Finalement, Chanel Mods n'avait qu'un seul point positif. Elle considérait son entreprise avant tout comme une entreprise capitaliste, cherchant à la rentabiliser en maintenant délibérément des prix élevés tout en limitant les ornements. C'est une tactique qu'elle consignera plus tard dans l'une de ses rares notes. Étant quasiment illettrée, elle prouvait pourtant son talent naturel pour la vente au détail. Et c'est là la véritable raison de son succès. Non pas l'idée qu'elle était une créatrice de génie, comme on le pense aujourd'hui, elle a écrit plus tard dans ses mémoires « La mode n'est pas un art, c'est un métier. Si l'art se sert de la mode, c'est un éloge suffisant. Mieux vaut suivre la mode, même si elle est moche. » Cela dit, l'entreprise Chanel continuait de saigner les finances de Capel. Mais vers 1911-1912, elle continuait de vouloir se développer. Heureusement, Capel avait assez d'argent pour ne pas trop s'inquiéter des pertes, et d'après ses notes conservées dans ses mémoires. Il semble qu'il cherchait surtout à donner le plaisir Chanel. Sa maîtresse voulait un emploi, et il n'hésitait pas à défier les normes sociales de l'époque pour lui permettre comme un loisir. Leur expansion a finalement été faite en 1912,
lorsqu'elle a continué la licence de son adresse du 21 rue Cambon, en vendant des tricots et des jerseys. La licence de son adresse ne lui permettait pas de concurrencer les couturiers du quartier, et elle ne pouvait pas vendre de vêtements de haute couture. Mais le jersey était un tissu de si mauvaise qualité qu'il était inconcevable qu'on le vende rue Cambon. Surtout avec la production en série que Chanel avait commandée. Il échappait ainsi à la restriction de licence. C'était presque comme si H&M ouvrait sur la rue Saint-Honoré. D'ailleurs, je sais que cela peut paraître dur, mais c'est en réalité plus vrai qu'on ne le croit. Car presque tous les vêtements de Chanel, à cette époque, étaient fortement inspirés par d'autres créateurs de l'époque. Principalement Paul Poiret, qu'elle s'est refusée de créditer, et Madeleine Vionnet, qu'elle a crédité. En fait, la plus ancienne robe Chanel connue date de 1913, et serait une quasi-copie d'une robe Vionnet. Un peu ironique, parce qu'elle était farouchement opposée à la copie. Chanel encourage plus tard les copistes, mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, sachez simplement qu'elle espérait se lancer dans la couture, mais qu'elle vendait alors des vêtements de sport, et que cela ne convenait pas à son emplacement de la rue Cambon. Elle a donc déménagé. Elle a ouvert une deuxième boutique en 1913 à Deauville, sur la côte française, embauchant 2 autres couturières locales et sous le nom la première boutique Gabrielle Chanel. Les femmes avaient tendance à pratiquer davantage d'activités sportives, principalement dans les stations balnéaires, et elles étaient sous-représentées dans les boutiques locales. Elle était loin d'être la première créatrice à créer des vêtements de sport. Mais elle était l'une des premières à adopter cette tendance à Deauville, notamment là où elle savait que les riches passaient leurs vacances d'été. S'inspirant de la mode masculine, Chanel a commandé à ses couturières des chemisiers à col ouvert, des vestes ceinturées, des jupes longues, des chemises de pêcheur, des cols roulés, des pulls oversize et des polos, légèrement retouchés pour les rendre plus féminins. Ces créations sont également et largement considérées comme des copies, comme le montrent les 2 autobiographies de Carmel Snow. Oui, j'ai beaucoup lu pour ce projet. Merci de l'avoir remarqué. Car elle souligne explicitement que les créations de Chanel étaient des simplifications de Cherhui, première femme créatrice à diriger une grande maison de couture. Carmel Snow détaille également ce sujet, expliquant comme Chanel les produisait en masse, ce qui n'a rien à voir avec ce que nous considérons aujourd'hui. Mais elle explique que c'était là l'argument de vente. Elles étaient faciles à trouver en magasin. Un autre argument de vente majeur était Chanel elle-même, qui, bien que peu acceptée par la haute société à l'époque, en raison de la hiérarchie sociale, avait une certaine notoriété. Chanel n'avait jamais hésité à vendre à des courtisanes, ce qui était le cas de nombreux créateurs de l'époque. Et en tant que maîtresse elle-même, c'était presque une attraction sexuelle qui attirait les femmes. Elle en profitait aussi. Consciente de se vendre autant que pour ses vêtements, Chanel perpétue délibérément cette tendance en essayant d'être vue les mains dans les poches. Ce qui, à l'époque, était un signe de lesbianisme. Ceci, combiné à ses relations ouvertement bisexuelles avec des femmes, la rendait passionnante à connaître. Cela ont longuement développé au fil du temps. À mesure que les gens ont appris à la connaître et à s'intéresser à elle, les affaires n'ont donc véritablement repris qu'avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Environ un tiers des Parisiens se déplaçaient vers Deauville, où ils avaient besoin de s'habiller et où Chanel était la boutique la plus intéressante du quartier. Elle a eu de la chance, la guerre a éclaté et Chanel était la meilleure boutique disponible. Grâce à cela, elle a finalement réalisé des bénéfices. 200 000 francs or, soit l'équivalent d'environ 900 000 euros. Finalement, Capel a trouvé la raison de financer l'expansion de Chanel. Ils ont opté pour un autre emplacement. Cette fois, dans un immense immeuble à la Villa Laralde, rue Gardère à Biarritz. C'était son premier atelier de couture. Ouvert en 1915, l'atelier de couture de Chanel n'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler de la couture aujourd'hui. Il comportait encore de nombreux éléments de production de masse. En partie parce que c'était pendant la Première Guerre mondiale et en partie parce qu'il y avait peu de petites mains à embaucher. Mais c'était bien réussi. Et ça a donné naissance à sa première collection officielle, la Pauvreté de luxe. Lancée en 1916, une introduction brillante pour sa marque, connue pour utiliser des tissus très bon marché, comme le jersey, et les agrémenter d'éléments luxueux, comme des doublures en soie,
Cela a contribué à la renommée de son entreprise et lui permis de poursuivre la stratégie de marge élevée qu'elle avait inventée dès 1908-1909 avec ses chapeaux. C'est pourquoi l'entreprise de couture a été submergée de commandes dès son ouverture. Sa sœur Antoinette était sur place pour prêter main forte, et elle organisait des commandes du monde entier. Et les quelques 300 couturières travaillèrent d'arrache-pied. Elles durent même envoyer leur première couturière, Marie-Louise Delay. Elle était en Espagne pour installer un atelier afin de répondre aux besoins de leurs clientes espagnoles. Il est intéressant de noter que c'est aussi la première fois dans l'histoire de son entreprise qu'il est clairement mentionné que Chanel réalisait le travail de création. Bien que Marie-Louise Delay ait affirmé que Chanel ne mettait jamais les pieds dans les ateliers et ne travaillait que jusqu'à 2 ou 3 heures de l'après-midi, après, elle se retirait dans son salon où elle recevait beaucoup. Elle aurait finalement téléphoné à Chanel pour lui décrire ses créations, choisissant les couleurs, les dentelles et les ornements pour les petites mains à assembler. Marie-Louise a toutefois admis plus tard qu'il interprétait fortement les directives de Chanel, car son manque de technique rendait impossible la confection d'un vêtement portable sans interprétation. Cela dit, bien que les débuts de Chanel aient été un franc succès, en novembre de la même année, ses clientes étaient déjà un peu lassées de sa philosophie. En novembre 1916, Vogue laissait entrevoir son impatience, car la capacité apparemment illimitée de Gabriel à créer des robes en jersey, autrefois bon marché, n'était visiblement pas partagée par ses lectrices. Il les informait que la rumeur courait récemment que les femmes se lassaient du jersey. Mais Chanel maîtrise son art, et ses robes en jersey sont aussi complètes et délicatement finies que des robes en étoffe plus nobles. On pouvait probablement deviner que Vogue entretenait déjà une relation personnelle avec Chanel à ce moment-là, tant il la défendait. Mais ce n'était là qu'une partie du problème. Créer une entreprise en temps de guerre était également considéré comme antipatriotique. La plupart de ses contemporains ayant fermé boutique pour participer à l'effort de guerre, la croissance de son entreprise due au manque de concurrence fut vivement critiquée à l'époque. Personnellement, je pense aussi que le refus de Chanel de personnaliser ses créations originales Normand Couture y a contribué. Ses clientes potentielles étaient habituées à une couture personnalisable et au choix de nombreuses maisons. Mais Chanel, l'une des seules maisons de couture ouverte, et elle avait commencé à forcer leurs clientes à porter la même chose, refusant obstinément toute modification de ses créations. Cela aurait eu un impact sur la rapidité avec laquelle les clientes se lassaient de ses créations. Le point positif, cependant, c'était son statut social. Elle avait compris que pour acquérir une meilleure réputation que ses collègues créateurs, il serait judicieux de cultiver l'impression qu'elle n'avait pas besoin de travailler dur, que, par conséquent, elle était l'égale de ses clientes. Cette tactique sera utilisée tout au long de sa carrière. La croissance de Chanel est contrastée tout au long des années 1910 et 1920. Une grande partie de ce que nous pensons que Chanel représentait à cette époque et des raisons pour lesquelles nous pensons que son entreprise a prospéré relèvent davantage d'une refonte contemporaine. Par exemple, beaucoup pensent que Chanel a débarrassé les femmes du corset. Ce n'est pas le cas. Elle vendait des corsets à partir de 1915 et a été largement critiquée pour avoir perpétué l'idée que seules les femmes minces pouvaient être à la mode, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant dans la mode. En 1923, Vogue décrivait les heures qu'une pauvre femme passait à la salle de sport et chez la masseuse, ainsi que les pilules et les gaines en caoutchouc utilisées pour atteindre une silhouette idéale. Un autre article soulignait combien la ligne droite de nos robes d'hiver est séduisante, combien elle révèle la finesse de la silhouette féminine. Avant d'admettre que cela était quasiment impossible à obtenir sans un corset, il n'y avait pas d'autre moyen d'obtenir la silhouette désirée. Dans ce sens, la philosophie de Chanel visait davantage à libérer les femmes en apparence qu'à les libérer réellement. Cela dit, malgré les critiques, les créations de Chanel continuaient de se vendre plutôt bien. En septembre 1919, la marque s'installait à Paris, au 31 rue Cambon. Mais la tragédie frappait. Son financier, alors en couple avec une nouvelle compagne et fiancé, Arthur Capel est mort dans un accident de voiture, en lui laissant une importante somme d'argent dans son testament. En 1920, ils ouvrirent une filiale russe grâce à son nouvel ami, le duc Dimitri Pavlovitch, qui la présenta à Ernest Beau, célèbre parfumeur de l'ancien tsar de Russie.
C'est lui qui allait développer Chanel numéro 5, lancé en 1921. Car entre-temps, 1921 et 1922, les créations de Chanel gagnaient du terrain à une vitesse fulgurante. Répétitives, elles plaisaient pour la première fois aux critiques. Elles étaient impressionnées par la capacité de Chanel à être cohérente sans tomber dans la monotonie dans ses créations minimalistes, qui étaient désormais nettement plus populaires que celles de ses concurrentes. Chanel ne cousait pas, mais elle avait développé un talent exceptionnel pour la création d'univers et de communautés, si bien que les dames de la haute société souhaitaient porter du Chanel à toute heure du jour et de la nuit, afin de se sentir intégrées à ce phénomène culturel. C'est ce qui a donné naissance à la petite robe noire de Chanel. Voyez-vous, on ne sait pas vraiment quand tout a commencé. Elle aurait pu commander la première fois avant même d'avoir son entreprise. Ce n'est pas exclu. Évidemment, elle n'était pas la première à créer une robe noire, ni une petite robe, ni une robe de jour comme de nuit. Il est donc difficile d'identifier l'auteur de l'idée de la petite robe noire. Ce que l'on sait, c'est qu'entre 1924 et 1926, elle a ouvertement encouragé d'autres créateurs et grands magasins à s'approprier le modèle, ce qui lui a valu le surnom de robe Ford. Tant elle était courante dans les années 1924 et 1926, elle contrastait avec des gens comme Vionnet qui luttent farouchement contre les copistes. En fait, la robe est devenue célèbre parce que Chanel autorisait tout le monde à copier son travail. Étrangement, c'est ainsi que la suite de l'ère Chanel allait se poursuivre. Chanel n'a jamais inventé de vêtements ou d'accessoires en particulier. Elle était surtout connue pour avoir popularisé des styles existants. Car elle possédait ce je ne sais quoi que personne d'autre n'avait à l'époque. C'est ce qui l'a conduite à Chanel numéro 5, il y a quelques années, popularisant la coupe au carré en France, et a lancé une ligne de bijoux fantasy en 1926, popularisant ainsi l'idée de porter fièrement des bijoux factices. Elle est même allée jusqu'à créer des perles incroyablement grosses pour capitaliser sur cette philosophie démocratisée. C'est dégoûtant de se promener avec des millions autour du cou parce qu'on est riche. Je n'aime que les faux bijoux parce que c'est provocateur. Franchement, c'était là son génie. C'est un concept assez moderne, même aujourd'hui, de reprendre des créations actuelles et de les populariser simplement grâce à son influence, et à son influence dans le monde de la haute couture. Nombreux sont les créateurs qui le font aujourd'hui. Je ne citerai pas de nom, mais ses clientes achetaient sans aucun doute chez Chanel, pour le nom Chanel plutôt que pour la crédibilité de ses créations. Bien sûr, son concept de marque n'était pas le sien, mais il est resté très novateur à l'époque. Et elle en a tiré profit, surtout à partir de 1929, lorsque la Grande Dépression a frappé. Nombre de ses nouvelles amies, rencontrées par Capel, ont perdu leur fortune du jour au lendemain. Alors que Chanel était riche, les femmes qui la méprisaient autrefois avaient désormais besoin de travailler. Et Chanel y a vu une opportunité. Chanel était l'un des rares endroits où elle pouvait travailler sans honte, grâce à sa propre notoriété. Acquise au cours des années 1920, franchement, sa décision de ne pas paraître travailler l'a amenée à se rapprocher des riches, ce qui lui a permis de devenir l'un des rares endroits où elle pouvait travailler. En retour, Chanel a gagné une armée d'ambassadeurs mondains qui ont propulsé sa marque dans le monde de la haute couture. Ce fut une promotion inestimable pour Chanel, leur permettant d'être acceptés par leurs relations royales et politiques. Comme elle n'était plus riche en raison de la Grande Dépression, un ensemble Chanel garantissait une longévité assurée, car elle était réputée pour sa constance. Cette constance lui permettait de porter les créations du créateur le plus populaire au monde, sans avoir besoin de se mettre en valeur avec des ornements excessifs. Elle avait le mélange parfait pour une crise économique. En effet, elle avait transformé Chanel du H&M parisien en une marque pour les classes aisées, plébiscitée par les classes aisées. Un revirement incroyable, mais la transition n'a pas été aussi facile qu'elle le prétendait. Voyez-vous, malgré le fait qu'un autre de ses amants, le duc de Westminster, ait financé l'expansion de Chanel à Londres, dans une boutique de Davy Street à Mayfair, en 1928, et malgré la célébrité de Chanel à cette époque, on pense généralement qu'en 1930, la mode Chanel n'était plus aussi prospère qu'avant. Elle acceptait même des projets extérieurs uniquement pour l'argent, y compris tous ses projets hollywoodiens, qui ne furent jamais couronnés de succès et qu'elle détestait tous. Mais soyons honnêtes cette fois, la baisse des bénéfices n'était pas uniquement imputable à Chanel. Certes,
son style immuable tombait en désuétude, grâce à l'ascension de Schiaparelli. Mais on peut aussi facilement l'attribuer en partie à la chute des ventes pendant la Grande Dépression qui suivit la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle nombre de ses contemporains, dont Poiret, avaient fait faillite. On pense aussi largement que Chanel aurait fait faillite à cette époque sans le parfum. C'est pourquoi on pense que c'est la raison pour laquelle elle a tenté de poursuivre en justice la famille Wertheimer, propriétaire de sa parfumerie. Cependant, il convient de souligner que Schiaparelli a véritablement eu une influence profonde sur les affaires de Chanel. Schiaparelli avait tout le côté cool de Chanel. Mais Schiaparelli avait un titre. Elle était baronne par mariage et issue d'une famille aisée. Jalouse, Chanel a commencé à s'en prendre publiquement à Schiaparelli dès ses débuts en 1921. Mais comme Schiaparelli n'a jamais riposté, Chanel a fini par paraître vraiment cruelle, ce qui a considérablement affecté sa perception du public. Franchement, à partir de là, les gens ont commencé à détester Chanel. Et en 1928, elle était devenue incontournable. Chanel était désormais exposée à ses velléités d'ascension sociale, ses pairs notant qu'elle n'était particulièrement gracieuse ou aimable que lorsqu'elle pouvait obtenir quelque chose de cette personne, tout en étant terriblement cruelle envers le personnel et ou les personnes qu'elle considérait comme inférieures à elle. Même des personnalités influentes comme Edna Woolman Chase, l'une des dirigeantes de Condé Nast, dans son livre Always in Vogue, décrivait Chanel comme « Ses moments de foi chrétienne étaient sporadiques ». Chanel était désormais ouvertement arrogante, avec un complexe de supériorité évident, bien connu depuis des années avant que cela n'affecte son entreprise. Mais elle avait un plan. En 1932, elle organisait une exposition caritative à Londres pour encourager les copieurs à voler ses créations. Elle était convaincue que si tout le monde portait la même chose, l'original aurait de la valeur. Cela fonctionnait dans une certaine mesure, mais pas aussi bien qu'elle espérait. Et elle conservait une image publique plutôt négative. Sa popularité étant encore due à sa popularité personnelle, cela affectait profondément les entreprises de mode et de parfumerie. En 1933, elle a été démise de ses fonctions de présidente de la Société des parfums Chanel. Elle détenait toujours ses 10%, mais n'avait plus aucun contrôle sur l'entreprise. Elle était furieuse. Dès 1934, Chanel s'appropriait les créations de Schiaparelli, tant dans sa haute couture, nœuds surdimensionnés et épaulettes imposantes, que dans ses bijoux, notamment la collection de haute joaillerie de 1932, intitulée « Bijoux de diamant », inspiré des étoiles, le motif le plus célèbre de Schiaparelli. Pour reprendre ses propres souvenirs, mieux vaut suivre la mode, même si elle est moche. Chanel était vaincue. Ainsi, lorsqu'elle est revenue à Paris en 1936, après une absence prolongée, et constaté que ses ouvriers étaient en grève, elle était furieuse. Ils avaient participé aux grèves nationales en France pour réclamer des augmentations de salaire, des indemnités syndicales, une semaine de travail de 40 heures et 2 semaines de congés payés. Mais bien qu'elle sache qu'il s'agissait d'une grève nationale, Chanel se sentait personnellement victime et rejeta la faute sur leur nouveau président juif. Elle licencia 300 ouvriers sur le champ, soit un peu moins de 10% de ses effectifs. Elle n'avait plus assez d'ouvrières pour terminer sa collection d'automne 1936 et a été contrainte de s'excuser et de les réintégrer. La situation s'aggravait ensuite. Sa collection d'automne était critiquée pour son utilisation excessive des thèmes d'autres créateurs, dont Balenciaga, désormais propriétaire de ses créations en Espagne. Sa nouvelle collection petite taille était accueillie avec une fanfare discrète. Et en 1937, son travail était même hué pour la première fois lors de la première de Dieppe, roi de Cocteau, dont elle avait conçu les costumes. En 1938, malgré les excellents résultats de numéro 5, la plupart des classes aisées européennes avaient pris leur distance avec Chanel. Lorsque Chanel prit conscience de la guerre, le 1er septembre 1939, elle fermait son entreprise. Amère envers les ouvrières qu'elle tenait responsables de la récente crise, elle voulait les punir. Seules les divisions bijoux et cosmétiques subsistèrent, car elles n'étaient plus sous son contrôle. En 1940, Chanel travaillait avec les nazis. En 1944, elle est arrêtée par les forces alliées pour espionnage nazi. Elle n'a dissimulé rien de sa complicité pendant la guerre, mais après son abdication, ses amis Winston Churchill et Edward VIII sont intervenus. Libérée au bout de 24 heures, elle s'est exilée en Suisse pour se protéger de la haine du public, désormais farouche. Elle a commencé à soudoyer quiconque connaissait ses activités nazies.
Mais en 1946, elle est de nouveau arrêtée. Cette fois avec son matricule nazi F7124, son code de nom Westminster, plusieurs lettres de son collaborateur Wolfram et les détails d'une de ses missions d'espionnage connues du gouvernement. Elle s'en est tirée car rien n'était écrit de sa main. Elle était quasiment illettrée. C'est pourquoi rien n'était écrit de sa main. Les tribunaux l'ignoraient. En 1953, les ventes mondiales de Chanel numéro 5 commencèrent à chuter. C'était la fin de la marque Chanel. Mais si Pierre Westminster, propriétaire de la maison de parfum, était plus que disposé à laisser Chanel suivre son cours, Chanel, elle, ne l'était pas. Elle s'installait de nouveau au Ritz, vendait sa maison du sud de la France, vendait tous ses biens de la rue Cambon, à l'exception du 31, et était en pourparlers pour lancer une nouvelle ligne de prêt-à-porter aux États-Unis, baptisée Coco Chanel, afin de financer le retour de sa haute couture. Mais Pierre voulait en faire partie. Il proposa à Chanel de prendre en charge la moitié de ses dépenses afin de garantir un retour sur investissement supérieur à ce qu'elle pouvait se permettre seule. Ils stoppèrent discrètement le prêt-à-porter, de peur qu'il ne fasse de l'ombre à la haute couture, voire ne dévalorise la marque. Ensemble, ils se lancèrent dans une longue campagne marketing en prévision de son retour, s'appuyant fortement sur l'Amérique. Seul marché où sa réputation n'avait pas été sérieusement entachée. Ils suscitèrent autant d'intérêt que possible. Lorsque le jour est arrivé, le 5 février 1954, tous les rédacteurs, acheteurs, clients et copistes étaient là, l'air impatients. Les dames de la haute société, devenues mannequins, défilèrent les unes après les autres dans son célèbre escalier et pénétrèrent dans le salon. Et, ce faisant, les sourires du public s'évanouirent. Le défilé fut un désastre. Rien n'avait changé chez Chanel. Elle était aussi posée que dans leurs souvenirs d'avant la guerre. C'était dévastateur. Elle avait gâché sa chance de rédemption. L'échec était indéniable. Mais il subsistait une lueur d'espoir. L'Amérique. Lors de sa tournée de presse, avant sa nouvelle apparition, Carmel Snow avait promis qu'elle et toutes les équipes de Harper's Bazaar seraient ravies de l'aider. À une époque où Harper's Bazaar et Vogue se livraient une concurrence acharnée, ils se sont battus pour annoncer le retour de Chanel sous un jour positif, même si la diffusion était hyperbolique. D'abord, Vogue, puis Harper's Bazaar ont publié de somptueux articles sur Chanel, lançant la rumeur selon laquelle Chanel avait débarrassé les femmes des corsets et surtout choisissant la seule nouveauté de la collection, le tailleur Chanel. Les magazines américains ont sauvé Chanel cette année-là. Si l'Europe la détestait encore largement pour son antisémitisme et sa façon de traiter les autres, ce n'était tout simplement pas connu en Amérique. La presse gratuite et l'absence de mauvaise presse lui ont donc permis de réaliser des ventes tout juste suffisantes pour survivre, sans toutefois être rentable. Son retour lui a coûté environ 35 millions de francs français, l'équivalent d'1 million d'euros en 2025, un montant largement supérieur aux bénéfices réalisés sur les ventes. L'entreprise était en grande difficulté financière, et il fallait la renflouer. Elle s'est tournée alors vers l'homme qu'elle avait tenté de détruire pendant la guerre, Pierre Wertheimer, propriétaire des parfums Chanel. Elle a vendu Chanel Incorporation, sa participation de 10% dans la société des parfums Chanel. Ses biens commerciaux, tous les investissements portant le nom Chanel, tels que les filiales, les produits sous licence et même la licence du logo et de la marque Chanel, en échange du remboursement de ses frais de subsistance pour le restant de ses jours. C'était un accord très généreux pour Chanel, compte tenu de ses dépenses astronomiques et du fait que son entreprise ne reposait que sur un seul parfum. Un parfum qui continuait de perdre de son élan. Au début des années 1960, il souffrait d'une surexposition potentiellement désastreuse et était largement disponible aux États-Unis, dans les pharmacies discount et les chaînes de magasins comme Woolworths. Il était associé au type de parfum porté par une génération plus âgée de femmes en décalage avec la mode. Chanel, elle-même, est devenue encore plus amère, ce qui n'a pas aidé son image auprès du public. À la mort de Pierre Wertheimer, en 1963, la situation ne s'est improuvée. Son fils, Jacques Wertheimer, prit la relève. Mais il était connu pour ne pas se soucier de l'entreprise, nourrissant lui-même une aversion pour une femme qui cherchait activement à nuire à son père. Le redressement de l'entreprise, ou du moins de la branche cosmétique, n'a pas dû à Chanel ni à Jacques. Il est plutôt dû à un homme nommé Jacques Helleux. Nommé en 1965 directeur artistique des parfums et de la beauté, c'est lui qui a eu l'idée, en 1968, de choisir Catherine Deneuve, une actrice française peu connue à l'international à ce moment-là,
pour incarner le parfum numéro 5. Ces publicités furent lancées en 1972 et connurent un succès fulgurant, tant en France qu'aux États-Unis. C'est ce qui remit Chanel sur le chemin de la croissance. À vous de décider si c'est un point positif ou négatif que Chanel n'ait jamais vu son entreprise retrouver un semblant de popularité, puisqu'elle est décédée le 10 janvier 1971, l'année précédant le lancement des publicités. Après la mort de Chanel, 4 directeurs artistiques de la mode se succédèrent. Gaston Berthelot, automne-hiver 1971, printemps-été 1973. Second de Chanel, reçut des critiques plutôt mitigées. Ramon Esparza, automne 1973, arrivé chez Chanel après le décès de son mentor Balenciaga en 1972. Et Yvonne Dudel et Jean Casaubon, printemps-été 1974, printemps-été 1982, ont reçu des critiques qualifiant Chanel de toujours aussi ennuyeuse. Il convient également de mentionner Philippe Guibourget, qui lança la collection Prêt-à-porter Chanel en 1977 et produisit 2 saisons pour commencer, printemps-été et automne-hiver. Puis, en 1978, une collection Printemps-avance et une collection Automne-avance, similaires aux collections Pré-automne et Croisière, mais qui ne cadraient pas avec ce schéma. Parmi ses créateurs, celui qui mérite le plus mentionner, celui dont on ne peut pas passer sous le silence, est Ramon Esparza. Bien qu'il n'a fait qu'une seule collection pour la marque, il a été le seul à tenter de propulser Chanel dans une nouvelle direction. À l'image de l'œuvre d'Helleu en cosmétique. Il a affiché une mode pleine d'humour, avec un manteau jaguar bleu vif, une veste ornée du mot Fragile France, des chapeaux à calotte peu profonde, façon sombrero, et surtout le premier exemple de double C jamais utilisé sur un vêtement. Le double C a été inventé en 1919 pour la Coupe Capel en commémoration de la mort d'Arthur Capel et apparu au public pour la première fois en 1924 sur le flacon Chanel numéro 5. C'était la première fois que le logo était utilisé sur des bijoux, des boutons ou des vêtements. Ce n'est ni Karl ni Chanel qui l'ont inventé. Vous trouverez peut-être en ligne des informations en affirmant que Chanel l'utilisait sur des boutons. Mais non, elle utilisait des lions. Même le fermoir double C du sac à rabat Chanel, attribué bien plus tard à Karl, ne vient pas de Karl, mais d'Esparza, comme illustré ici. Il a donc été un créateur très influent dans l'histoire de Chanel, mais le changement était tout simplement trop radical, et il a été licencié après une seule collection. Et il y a une histoire intéressante entre le temps. Après Esparza, mais avant Dudel et Casaubon. Lagerfeld s'est vu proposer le poste à 2 fois, mais il l'a refusé, laissant le rôle à Dudel et Casaubon en 1973, qui, une fois de plus, n'ont reçu que peu de critiques positives. Tout le monde a trouvé le poste ennuyeux. En réalité, Lagerfeld n'a pris ses fonctions qu'en 1982, après une très longue période de sollicitation de la part de la marque, qui lui a offert un contrat à durée indéterminée, un salaire annuel colossal d'$1 million, un budget illimité pour les collections et une allocation de $100 000 pour ses amis. Franchement, c'est l'argent qui l'a convaincu de quitter le navire. Un saut démesuré par rapport à ce qu'on lui avait proposé chez Chloé. Mais ce ne fut pas si simple. En raison du contrat avec Chloé, Lagerfeld dut opérer une entrée échelonnée dans la marque, commençant par le conseil, puis passant à la couture pour le printemps-été 1983, puis au prêt-à-porter pour l'automne-hiver 1983. Ces initiatives furent immédiatement couronnées de succès. Elles modernisent les codes de Chanel avec l'utilisation du denim et du cuir, supprimèrent les podiums et lancent le parfum coco. Plus jeune, bien qu'il soit plus juste attribuer ce rôle à Jacques Helleu. À partir de là, la création Chanel de Karl Lagerfeld peut être divisée en 4 époques environ. 1983, 1990, le début. Dans la première époque, il s'est lancé dans la création de signatures de marque, transposant des éléments que Chanel utilisait elle-même mais qui n'avaient pas encore été intégrés à la marque. Parmi ces éléments, on compte l'utilisation massive du tweed, la valorisation des chaînes dorées des vestes, l'utilisation massive de perles, le leitmotiv noir et beige, les détails en cuir, la réintroduction du camélia le marié, des chaussures bicolores Mazzaro et des éléments d'inspiration militaire comme les épaulettes, ainsi que des éléments inspirés de Ramon Esparza, qu'il n'a jamais eu l'occasion de développer en thème. Notamment l'ajout de pièces très colorées entre les tenues noires et beige de Chanel, pour intéresser un public plus jeune. Le retour du logo double C sur les vêtements et ses éléments humoristiques
que Karl a interprété en trompe-l'œil dès sa toute première collection. Karl était un maître de la provenance en la matière et a même incité la marque à créer des archives Chanel. Grâce à sa vision pour Chanel, la marque a retrouvé toute sa popularité à cette époque. Il a déployé des efforts considérables auprès des Wertheimer, qui avaient lancé cette campagne dès 1981 avec le film Chanel Solitaire, pour utiliser le marketing afin de présenter Chanel comme une créatrice de génie, actrice majeure de la libération des femmes. Bien sûr, après avoir visionné cette vidéo, vous savez que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en réalité, elle était plus douée pour transposer les tendances dans son propre style minimaliste, mais le marketing a fait des merveilles. Et c'est pourquoi nous pensons que Chanel était plus innovante qu'elle ne l'était en réalité. De plus, ce n'est pas une pique. Karl n'avait pas non plus de style personnel, mais adaptait les styles à un contexte moderne, ce qui leur a fait leur succès. Quoi qu'il en soit, c'était un immense succès. La mémoire de Chanel fut rapidement repensée et Chanel passa d'une marque en déclin, affiliée au nazisme, à une marque jeune et dynamique. Le succès légendaire du sac Chanel Double Flap, présenté pour la collection prêt-à-porter automne-hiver 1983, en est la preuve éclatante. 1990-1999. The Four-Pronged Approach. Ce nom est dû au fait que le marketing de Chanel, à cette époque, se déclinait en 4 catégories distinctes. Le premier volet est le recours aux mannequins vedettes. Bien que cette tactique a eu véritablement débuté en 1983 avec la signature d'un contrat d'exclusivité avec Inès de la Freusange, elle est devenue véritablement populaire vers 1990 et a continué à gagner du terrain tout au long de la décennie avec les mannequins Stella Tennant, Linda Evangelista, Claudia Schiffer et Kristen McMenamy. Parallèlement, Chanel a entamé son expansion. D'abord verticalement, en rachetant ses fournisseurs de haute couture pour la sauver de la faillite, à partir de 1985. Sa stratégie est devenue de monopoliser l'artisan de la haute couture à travers le monde. Cette stratégie a été élargie en 1996, avec la création de Parafection, qui abritait ses acquisitions non destinées aux consommateurs, et ensuite, elle a poursuivi son expansion horizontale en acquérant 70% du capital d'Isaac Mizrahi, ce qui lui a coûté environ 70 millions de dollars en 1995, et l'a finalement dissoute en 1998, ce qui a fini par ruiner l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous ignorons que Chanel détenait 70% d'Isaac Mizrahi, jusqu'à ce que celui-ci les poursuive en justice pour le rachat de l'entreprise par l'intermédiaire d'une de ses filiales. Il a perdu, donc Chanel possède toujours la marque et l'image de marque. Mais cela soulève la question de savoir s'ils se sont depuis étendus horizontalement avec d'autres entreprises dont nous ne savons tout simplement pas qu'ils sont acquises. Le troisième volet de cette stratégie était le marketing choc. Sans être aussi brutal que Vivienne Westwood, John Galliano ou Alexander McQueen, mais avec la même stratégie. Il a été débuté avec le recrutement de Philip Tracy pour créer des chapeaux cage géants pour la collection Couture Automne-Hiver 1991 et qui a marqué d'innombrables moments marquants au cours de la décennie. Et quatrièmement, il y a le côté cosmétique de l'entreprise, grâce à Jacques Ellul, et la même manière rajeunissait grâce à la publicité de 1990 pour Égoïste. Plusieurs avancées en magasin et leur ligne de soins, précision de 1999. Malheureusement, je n'ai pas pu entrer dans les détails, il y avait trop de choses à dire, alors j'ai réduit le nombre de mots. 2000-2013, self-préservation. Le troisième volet s'étendit de 2000 à 2013 environ, que j'appelle l'autopréservation. Car tout au long des années 1990, Chanel était en pleine ascension. Mais en 1998, son esthétique et son approche marketing n'avaient pas radicalement changé depuis 1983, et le public s'ennuyait. Après avoir si brillamment donné vie à Chanel, le cycle de la mode relègue à nouveau la marque au rang d'ennui bourgeois. Cela l'a conduit à créer une collection minimaliste pour le printemps-été 1999, largement critiquée pour son éloignement de l'esthétique Chanel. Il était en difficile position, moderniser la marque, il avait reçu de mauvaises critiques et en même temps conserver les classiques. Malheureusement, il a reçu de mauvaises critiques aussi. Après, pendant 5 ans, c'est des années consacrées à l'instinct de survie. Il a prouvé qu'il pouvait revitaliser l'entreprise une seconde fois en redoublant d'efforts pour mettre en avant cette nouvelle esthétique minimaliste de Chanel. Il a lancé la publicité en ligne, a embauché Peter Marino pour rénover les boutiques, a lancé une ligne de maillots de bain appelée Moonlight, a baissé les prix, a promu les vêtements de sport et des vêtements décontractés.
a réduit la taille du logo, a lancé une publicité sur MTV, a été largement présent dans Sex and the City, a lancé une nouvelle ligne de diffusion, Beige, pour les produits d'entrée de gamme, a mené une vaste campagne marketing auprès des jeunes et a ouvert une boutique de chaussures Chanel indépendante à Paris. Cependant, il ne pouvait pas faire tout cela en ignorant sa clientèle d'origine. Il a décidé d'étendre les collections croisières au défilé à partir de mai 2000. Ça a été le début d'une nouvelle ère pour Chanel. Désormais, les décors et les lieux servirent d'arguments marketing choc, tandis que la marque opte pour des défilés composés d'environ 60% de style classique et 40% de nouveautés, afin de trouver le parfait équilibre entre les attentes de tous. En février 2003, cette initiative a pris également la forme du nouveau salon Métiers d'Art, à la fois salon professionnel pour d'autres maisons de couture et coup de pub pour mettre en avant les talents des entreprises acquises. Ce salon a amélioré la perception de la marque dans tous les domaines et il est devenu un pilier de la marque, rejoignant ainsi les collections de prêt-à-porter, de couture et de croisière dans leur croissance au cours de la décennie suivante. Il a donc réussi à sauver Chanel de l'extinction une fois de plus en 2003 et à connaître une nouvelle décennie de prospérité, matérialisée par la sortie en 2011 du boy bag qui est devenu une autre vache à lait pour l'entreprise. 2013-2019, The Dip. Cela nous amène à la 4e période, de 2013 à 2019, que j'appelle le BES, même si c'est peut-être un peu injuste. En 2013, Karl Lagerfeld a publié son livre Le Monde selon Karl, dans lequel sa citation « Les pantalons de survêtement signifiaient que vous aviez perdu le contrôle de votre vie. Alors vous en avez acheté », a été largement reprise dans les médias. Ce fut le début d'un lent déclin de sa popularité qui a fini par influencer la perception de Chanel. Au printemps-été 2015, la collection féministe a suscité une vive opposition, jugée malhonnête par certains, compte tenu des déclarations de Karl dans la presse, dont les critiques sur l'apparence de Michelle Obama, devenues virales, mais aussi parce que Chanel était elle-même nazie. Sa collaboration a été évoquée. En France, notamment, sa réputation de traiter son personnel de manière déplorable a refait surface. Mais je ne pense pas que cela ait eu beaucoup d'écho en dehors de l'Hexagone. En ce sens, le refus de Chanel d'apparaître sur les réseaux sociaux n'a pas aidé, car cela a donné l'impression que, tout en faisant des performances, elle n'écoutait pas la voix du public. L'ennui stylistique est devenu aussi un problème. Les controverses personnelles de Karl, la baisse de qualité à partir de 2008, date à laquelle le plaquage hors 24 carats a été supprimé sur les sacs, et les fortes augmentations de prix annuels ont de nouveau fait perdre la faveur de Chanel. En 2016, Chanel a subi une baisse de ses ventes et de ses bénéfices, selon les chiffres déposés auprès de la Chambre de commerce d'Amsterdam par International BV. La holding néerlandaise, qui contrôle la marque de luxe et ses filiales, comme en 2015, le directeur artistique Karl Lagerfeld a vu son bénéfice net chuter de 34,8% à 874 millions de dollars, ce qui équivaut à 736 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a perdu 9%, atteignant 5,67 milliards de dollars, 4,77 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation a également reculé en 2016, reculant de 20%, à 1,28 milliard de dollars, 1,7 milliard d'euros. La marge bénéficiaire nette de Chanel a quant à elle chuté à 15,4%, contre 21,5% en 2015. L'opinion publique a rapidement pris une telle ampleur que Wertheimers s'est senti obligé de publier les résultats annuels de Chanel pour la première fois en juin 2018, ce qui a quelque peu aidé. Mais c'était un peu trop tard. Les critiques a été commencées 10 ans auparavant. Je l'ai dit, et je le répète, la vérité importe peu. C'est notre perception de la vérité qui compte. Ainsi, le fait qu'il nous ait laissé croire que Chanel était en déclin depuis 10 ans, vrai ou faux, a porté préjudice à leur entreprise. Malheureusement pour Chanel, c'est à ce moment-là que Lagerfeld a succombé à la maladie et s'est éteint le 19 février 2019. Sa successeur a été nommée presque immédiatement et avait été bien préparée à ce poste. Karl étant au courant qu'il était malade depuis plusieurs années, d'ailleurs, elle avait même salué Karl lors du défilé Croisière 2018, bien avant son départ. Il était évident qu'elle prendrait la relève. Cela ne signifiait pas pour autant que ses débuts a été un succès. Malheureusement pour Virginie, tous les problèmes qu'elle a rencontrés par Chanel ont donné le poids sur ses épaules. Cependant, sa réputation, vieille de plusieurs décennies, ne lui permettait pas d'apaiser ses inquiétudes.
Ainsi, lorsque ses créations, et d'ailleurs ses décors, ne faisaient que perpétuer les critiques du public, elle n'avait aucune chance. Les plaintes concernant les coupes, le style démodé et le manque de qualité étaient monnaie courante sur toutes les plateformes. À partir de ses débuts, les critiques n'ont jamais été au rendez-vous, et même d'autres changements majeurs chez Chanel qui auraient pu être salués positivement, comme le 19M, un immense espace central construit par Chanel pour ses membres des métiers d'art et inauguré en janvier 2022, ont été à peine mentionnés dans les médias, au profit d'articles négatifs sur le style de Viard. Elle n'avait donc aucune chance. Le 5 juin 2024, Virginie Viard a annoncé sa démission, principalement sous les bons auspices de l'administration. Plus tôt cette année, j'ai rencontré Virginie au défilé Stella McCartney, automne-hiver 2025, par hasard, et je lui ai demandé comment elle allait. Elle a semblé reconnaissante de la question. Elle m'a assuré qu'elle allait bien, et j'en suis ravi. Les médias n'ont pas été très tendres avec Virginie, lorsqu'elle était à la tête de la marque, et je sais que c'est son rôle d'être le visage de l'entreprise. Mais il est fort probable qu'on lui ait confié ce poste sans aucune liberté de changement. L'entreprise était rentable, et ils auraient sans doute cherché à minimiser les risques. C'est pourquoi elle a été choisie au départ. Karl l'a choisie, l'a préparée pour ce rôle, il y avait moins de risques, et c'est probablement pourquoi elle a respecté un quota de création strict. Malheureusement pour Viard, elle a été placée à la tête d'une marque qui avait longtemps été perçue comme peu à l'écoute de ses clients. Ainsi, lorsqu'elle a lancé une collection, elle aussi inchangée, elle a été la principale responsable. C'est pourquoi elle aurait été licenciée et ne se serait pas présentée à sa dernière collection, haute couture printemps-été 2024. Présentée seulement 20 jours plus tard, c'est aussi probablement la raison pour laquelle les 5 collections intermédiaires sont restées inchangées et ont reçu des critiques tout aussi négatives. C'est dans ces maisons Chanel que Mathieu Blazy est désormais directeur. À l'heure où j'écris ces lignes, Blazy n'a pas encore fait ses débuts chez Chanel. Cette vidéo coïncide avec ses débuts. J'ai donc préféré écrire jusqu'à maintenant afin de lui laisser le temps de s'installer. Je vais vous montrer son premier défilé, car je suis presque certain, sans l'avoir vu, que les critiques seront mitigées. C'est un travail incroyablement difficile de mixer classique et contemporain de manière à plaire aux deux publics. Et franchement, pour Chanel, bien plus que pour d'autres marques, c'est leur héritage qui définit la marque. C'est pourquoi nous percevons tous qu'elle a encore autant de valeur. Malgré des facteurs comme la baisse de qualité, la hausse des prix et la prétendue baisse des bénéfices, ce qui semble faux, c'est pourquoi tant de discussions ont eu lieu pour savoir si Blazy était le bon remplaçant pour la marque. Mais une chose est sûre, à l'instar de Chanel et de Lagerfeld, son CV est jalonné de postes de créateurs très variés, qu'il a occupés à des moments clés de l'histoire du design. Je vais vous présenter sa chronologie de carrière pour gagner du temps, car il possède en ce sens les qualités qui ont fait le succès de Chanel et de Lagerfeld. Il a su traduire le maximalisme et la déconstruction chez Margiela, le prêt-à-porter féminin fonctionnel chez Céline, l'Americana chez 205 W39 NYC et l'élégance moderne et intemporelle chez Bottega Veneta. De plus, sa capacité à conserver la clientèle privilégiée par Daniel Lee chez Bottega Veneta démontre sa capacité à passer sans heurts d'un créateur précédent à sa propre approche. À l'image de ce que les dirigeants de Chanel espèrent évidemment qu'ils puissent faire pour eux. Bien sûr, seul le temps nous dira si cette nouvelle version de la marque connaîtra la même longévité que Lagerfeld. Et sachant que nous jugeons souvent trop vite, j'espère que nous lui laisserons le temps de s'adapter à son rôle, avant de le bombarder de critiques. Car une chose est sûre, tous les regards seront désormais tournés vers Chanel et Mathieu Blazy. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir la vidéo Chanel Cosmétiques sur ma deuxième chaîne, cliquez ici. Un merci tout particulier à mes contributeurs sur Patreon pour leur soutien indéfectible.